coup, la réforme des retraites, elle a été promulguée là il y a à peu près 10 jours, le 15 avril. Et on voit que malgré ça, la mobilisation elle a pris une nouvelle tournure. Est-ce que tu peux me dire, selon toi, qu'est-ce qui est en train de se passer en ce moment en France? Quelle est ton analyse justement sur le sujet? En fait, on ne sait pas du tout ce qui va se passer, on ne sait pas du tout comment ça peut évoluer, évidemment. C'est gros suspense, même c'est déjà un progrès par rapport à d'autres mobilisations où on avait toujours le sentiment qu'à un moment donné ça allait se finir, que les syndicats allaient lâcher prise. Et là, c'est déjà bizarre parce que on se dit, mais finalement ça peut tenir, quoi. On ne sait pas pourquoi, d'une certaine manière, mais il y a quelque chose qui est plus fort que d'habitude. Et en fait, depuis le début, on a l'impression de vivre un mouvement hyper surprenant. Il est né de manière très classique, intersyndicale, un rendez-vous le 19 janvier, allez c'est parti, on va se battre contre la réforme des retraites. Donc très classique, des premières manifs nombreuses mais d'une certaine manière classiques, même si ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça, mais ça rappelle les mobilisations de 2010, de 2003, enfin des grandes mobilisations, donc il y avait le côté très enthousiasmant, mais on a vite vu que le mouvement il était plus que ça encore, et que dans les manifs en fait ce qui était un peu différent c'était un niveau de colère qui était incomparable en fait, et une forme de détermination, et c'est ça qui a certainement permis au mouvement de franchir les caps dangereux, les pièges, et notamment ce qui s'est passé au Parlement et le 49-3. Et en fait, le 49-3, bam, ça a permis à donner une nouvelle force au mouvement. Et puis derrière, la promulgation aussi, et puis toutes les interventions de Macron. Enfin, en fait, dès que le gouvernement fait quelque chose, ben, le mouvement semble s'approfondir, même si ça ne se traduit pas forcément par de plus en plus de monde dans les manifs, parce qu'il y a des hauts et des bas. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a une mobilisation qui est très profonde et qui permet aujourd'hui de faire qu'il y ait des rendez-vous divers et variés. Un ministre qui est là, hop, Macron, il vient là, hop, des coupures, des barrages, enfin, c'est un mouvement qui est quand même de ce point de vue-là surprenant, et on se dit mais finalement ben, tout redevient possible, et ce qui se joue, je finis là-dessus, c'est qu'on a l'impression qu'on retrouve un peu de la confiance, quoi. Une confiance en nous, on se dit putain mais peut-être qu'on peut les faire bouger, qu'on peut les faire trembler, qu'on peut les faire reculer, et ça nous donne, la confiance nous donne la force de gueuler et d'oser plus. Et c'est peut-être tout ça qui fait qu'on a un mouvement qui peut beaucoup nous surprendre, qui peut aller très loin et qui peut finir par gagner en fait, parce que l'objectif ça reste quand même de gagner, et c'est pas tant que ça une utopie, quoi. Donc pour toi c'est un mouvement qui est en maturité là, qui est en pleine maturité Ben ouais, enfin déjà nous les vieux on a l'impression de réapprendre des trucs qu'on avait un peu oubliés, qu'on croyait plus possible. Parce qu'en fait ça fait quand même un moment que on perd, qu'on perd vite, et qu'on perd même sans résistance. Là il y a une résistance, on prolonge, on inquiète le pouvoir, donc là il y a quelque chose qui est nouveau, donc nous on réapprend, et quelque part on réapprend les possibilités qu'on a, le potentiel, la force en fait du mouvement collectif, et puis surtout ce qui se passe à côté, je pense, c'est la jeunesse qui elle apprend, et il était temps qu'elle puisse avoir sous ses yeux l'exemple de notre capacité collective, quoi, et de pouvoir se mêler à un combat entre générations, et puis même les jeunes par eux-mêmes, ils font des choses, dans les cortèges c'est des moments dynamiques, même s'ils ne sont pas impliqués de manière très large comme on aurait pu connaître dans le passé dans les mouvements lycéens ou étudiants, n'empêche que la jeunesse est là, en tout cas un bout de jeunesse, en colère, révoltée, et c'est cette jeunesse-là qui aujourd'hui notamment donne les bataillons les plus combatifs dans les manifs quand il s'agit de se confronter avec la police, et heureusement c'est chouette parce qu'il y a quelque chose qui s'apprend, et puis là on apprend en direct que bah oui, le combat il est aussi physique, et qu'on se laisse pas faire, qu'il faudra pas se laisser faire face à la brutalité de la répression, et donc tout ça c'est plutôt des choses qui sont encourageantes. Et là, on voit que c'est de plus en plus compliqué pour Macron et ses ministres de se déplacer. Tu l'évoquais justement il y a quelques instants, parce qu'à chaque fois, il y a des comités d'accueil, des concerts de casseroles, etc. Et pourtant, je crois que c'était lundi, Macron a déclaré, je cite, ça n'empêchera pas le gouvernement d'avancer. Et du coup, ce que j'avais envie de te demander, c'est est-ce que, selon toi, Macron peut continuer à gouverner encore 4 ans? Il lui reste quand même 4 ans. Ah là, ça paraît mission impossible. On voit pas comment, parce que même si la mobilisation s'affaiblit et puis qu'elle s'arrête, de toute façon il y a quelque chose qui est mort pour Macron. Voilà, Macron il est grillé, son gouvernement est grillé, même s'il change. Donc là il y a quelque chose qui est fini pour lui. Mais c'est pas parce que c'est fini pour lui que nous on a réussi ce qu'on voulait. C'est un peu, on est dans un entre-deux, quoi.
Et le suspense, c'est donc pas ce que va devenir Macron, c'est ce que nous, on sera capable de faire. Et on est dans cette situation-là, quoi, de s'appuyer justement sur tous les côtés positifs de la mobilisation, les côtés forts de la mobilisation, en prenant quand même en compte qu'on a nos limites. Nos limites, c'est que ce soit en nombre ou même la grève, qui ne prend pas comme on aurait voulu qu'elle prenne, la grève générale. On voit bien les difficultés qu'il y a, mais ce sont des difficultés qui sont logiques, parce qu'on sort de toute une période de résignation, et c'était peut-être pas possible que d'un seul coup tout s'embrase. Là, on est dans quelque chose qui peut préparer un vrai embrasement, on est peut-être dans une répétition, on est peut-être dans une phase qui est juste celle qui précède la phase finale, on va dire. Donc on est là-dedans, donc c'est toujours pareil, quoi. L'après... ce qui est sûr, c'est que l'après, ça sera plus la même chose, quoi. Et du coup, pour toi, une victoire reste possible enfin, est-ce qu'une victoire justement reste possible? Et j'avais aussi envie de te dire, ça serait quoi une victoire justement? Parce que là, on parle finalement que des 64 ans. Et est-ce qu'il ne faut pas finalement exiger plus? On voit d'ailleurs qu'il y a des revendications qui commencent à bouger un peu partout. Voilà, c'est quoi ton sentiment là-dessus? Alors le sentiment, c'est que tout semble possible, ou tout semble redevenir possible, y compris une victoire de notre camp social, et donc faire reculer le gouvernement. Même là, on est dans une situation où c'est pas juste faire reculer le gouvernement, ce serait de le faire tomber. Et même ça pourrait être possible, en tout cas ça semble pas inenvisageable. Maintenant, effectivement, qu'est-ce que ça voudrait dire une victoire du mouvement social exactement? Est-ce que c'est juste la réforme de Macron qui tombe à l'eau? Ou est-ce que c'est plus? Déjà, la réforme de Macron qui tombe à l'eau, si jamais elle était abrogée, parce que là maintenant il faudrait l'abroger vu qu'elle a été promulguée, ce serait déjà une énorme victoire. Mais l'importance de cette victoire-là, c'est qu'elle en enchaîne d'autres. C'est-à-dire qu'en fait, qu'elle soit un encouragement pour continuer la lutte. On ne pourra pas s'arrêter à ça, il ne faudra pas s'arrêter à ça, parce qu'il y a d'abord la question des retraites. C'est pas juste qu'on ne veut pas bosser jusqu'à 64, c'est qu'on voudrait revenir à 60, et qu'on voudrait même pour reposer le problème d'une retraite anticipée pour tous les métiers pénibles. Et vu qu'aujourd'hui, tous les métiers semblent devenir pénibles, ça pose le problème d'une retraite avancée. Et puis c'est la question du temps de travail hebdomadaire, c'est la question de l'exploitation au travail, voilà. Il y a plein de choses. Et puis la question des services publics, et puis quand on discute services publics, les hôpitaux, la culture, l'éducation, les logements, ça veut dire derrière redistribution des richesses. En fait, on a énormément de comptes à régler, on a subi, on a reculé pendant des années. Aujourd'hui, il faut discuter de l'heure de la revanche. Et l'heure de la revanche, c'est aussi avoir pleinement conscience qu'on est dans une confrontation de classe, une guerre de classe qui est menée, mais sauf que la différence depuis janvier, c'est que cette guerre de classe, elle est menée à deux. C'est-à-dire qu'on répond, ou on commence à répondre face à l'arrogance, à la brutalité de ceux qui sont au service des plus riches, des plus riches qui sont derrière à attendre, qui sont peut-être un petit peu inquiets des conneries de Macron, mais n'empêche que voilà, on a à faire face à un camp social et à nous de nous défendre. Et là, on est peut-être dans cette période-là où tout peut peut-être changer, basculer, alors peut-être pas d'un seul coup, on verra, mais ça ne viendra pas tout seul. Il faut qu'on arrive à reconstruire à côté de ça des cadres militants unitaires, larges, on recommence à militer dans une dynamique. Bon, c'est tout ça qui peut se passer. En tout cas, il faut pas qu'on lâche maintenant, quoi. La revanche des Gilets jaunes? Est-ce qu'on peut parler on pourrait considérer que c'est un rebond du mouvement des Gilets jaunes, un rebond particulier, parce qu'on avait on se disait, les Gilets jaunes, il faut que ça redémarre, pourquoi ça redémarre pas? C'est peut-être ça le redémarrage, en fait. C'est que les Gilets jaunes, c'est une étape du mouvement social. Ça a pris cette forme-là, mais ça ne veut pas dire que ça sera toujours cette forme-là. Aujourd'hui, on a un mixte entre un mouvement syndical et un mouvement Gilets jaunes, avec une véritable colère, et qui secoue un peu tout le monde, qui remet en question beaucoup de choses, et qui fait réfléchir. Donc oui, on est sur une suite logique, l'étape suivante. Et pour terminer, là je précise qu'on est à Carhaix du coup ce soir, enfin tu es à Carhaix ce soir, et tu t'es déjà exprimé plusieurs fois en soutien justement à la maternité de Carhaix qui est à nouveau menacée 15 ans après un combat qui avait été gagné en 2008. Et en quoi est-ce que ce combat te touche toi particulièrement? Je sais que tu es habitué à venir assez régulièrement à Carhaix, donc je pense que tu as un lien aussi personnel à cette ville. Ouais. Oui, j'ai un lien personnel, j'ai des amis qui vivent à Carhaix, j'ai plein de camarades à Carhaix ou autour de Carhaix. Et même si j'ai pas vécu la lutte de 2008 contre la fermeture ou contre les menaces de fermeture de l'hôpital et de la maternité, j'avais déjà à ce moment-là des camarades qui étaient impliqués là-dedans. On avait fait une brochure, je me rappelle de cette histoire-là à distance. Et après, quand je suis arrivé ici, on m'en a parlé, on m'en a reparlé. Et puis, et là, comme j'ai vu que ça redémarrait, évidemment, j'ai fait la petite vidéo. Et puis, s'il y a une occasion, je pense que je viendrai. S'il y a une manif, si je peux venir, je viendrai. Parce que il y a des combats comme ça qui sont très, très emblématiques et qui touchent. Et puis,
puis là, il y a le côté très, très humain, puisque je connais du monde. Donc voilà, et puis mais au-delà de cet aspect un peu personnel, c'est que ça fait partie des luttes aujourd'hui, malheureusement. On est confronté en tout cas à des menaces de fermeture d'hôpitaux, de maternités dans pas mal de régions. Même en Bretagne, je crois il y a 2 autres exemples. Enfin, c'est quand même terrible d'être dans la situation qu'on connaît. Notamment Guingamp, ouais. Mais ouais, c'est ça. Mais c'est terrible quand même de voir comment on sort de la crise Covid, comment ça, on a fait la démonstration de l'état lamentable du système hospitalier, mais même globalement du système de santé en France, la désertification médicale, des généralistes, enfin. Et puis qu'on continue à aller dans cette marche, dans ce sens-là, que ça continue pour des raisons de rentabilité, de liquider des services, voire des hôpitaux entiers. Je dis, mais c'est quand même dégueulasse, quoi. Donc en fait, ces luttes-là, elles sont hyper importantes en lien avec la défense de l'école, la défense des bureaux de poste. Mais c'est vrai que la santé, elle a toujours ce côté très particulier qui nous touche rapidement parce qu'on se dit, mais c'est quoi ce monde moderne, hein, où il y a tout ce qu'il faudrait pour voilà. Donc ouais, enfin c'est vraiment, ça fait partie des moments, des luttes qui vont être très importantes dans la période qui vient. Super, merci beaucoup Philippe pour cette interview.